Bonjour tout le monde, merci d'être là, ça fait plaisir. Je vais vous parler aujourd'hui de découpage. Imaginez, il y a quelques milliers d'années dans l'Antiquité, vous levez les yeux au ciel, vous vous posez la question, ça serait quand même sympa d'aller dans l'espace. Avant de construire des fusées, on a d'abord imité le vol des oiseaux en s'accrochant des ailes sur le dos. Puis on a conçu des planeurs. On a étudié des machines volantes avec Léonard de Vinci. On a créé la montgolfière, une réussite française. On a inventé le moteur, qui ont permis de construire des ballons dirigeables, des planeurs légers, puis des vrais avions avec les frères Wright au début du XXe siècle. Ensuite, en contexte de guerre, des missiles allemands ont atteint plus de 100 km d'altitude. On a envoyé des premiers satellites dans l'espace, on a envoyé le premier singe dans l'espace, et puis ensuite on a envoyé le premier humain dans l'espace, jusqu'à lui permettre de marcher sur la Lune. Toutes ces différentes étapes ont nécessité beaucoup de recherches, d'étapes intermédiaires, d'échecs. Je ne vous raconte pas le nombre de morts qu'il y a eu à travers cette quête. En fait, ça a nécessité beaucoup d'incréments. Si on revient sur Terre, en réalité, on est confronté quotidiennement à des choses qui ne sont pas terminées. Par exemple, des ponts qui sont en construction et qui ne nous empêchent pas d'aller là où on a besoin d'aller. Par contre, des fois, ça nous impacte. Il peut y avoir des accidents sur la route, il peut y avoir des déviations qui font qu'on est obligé de changer le chemin qu'on avait prévu de faire, mais on arrive quand même à faire ce qu'on veut. Dans tous les cas, le changement, il passe par des lots de tailles différentes selon les contextes. Chercher à trouver la taille des lots adaptés à notre contexte, c'est forcément un enjeu. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir sur cette notion de découpage pour trouver la taille de lot idéale. Ça va avoir un gros impact sur la manière de concevoir et de réaliser, donc ça va concerner tout le monde. Moi, en tant que lead dev, j'essaye d'animer des ateliers pour essayer de faire ce travail ensemble avec mes équipes. Juste avant de parler de méthode pour découper, ce que je ferai plus tard, je vous propose de réfléchir à pourquoi est-ce que c'est intéressant de découper finement. Pour moi, il y a 3 intérêts principaux. Le premier, c'est d'avoir un apport de valeur régulier. Quand je parle de valeur, je ne pense pas uniquement à la valeur qu'on apporte à l'utilisateur. Je pense à de la valeur qu'on apporte pour nous, développeurs, pour le produit, les PO, les PM, les testeurs qui vont tester ce qu'on produit, et puis à la fin à l'utilisateur. En fait, moi, quand je travaille, je vois un peu mon boulot comme une construction de briques de Lego qu'on aura seulement à assembler à la fin pour concevoir une vraie fonctionnalité. De le faire de cette manière-là, ça va permettre de faire des tests plus simples et donc d'avoir une meilleure qualité en faisant des incréments. Par exemple, fournir de l'outillage interne pour construire des jeux de données, ça a de la valeur, plutôt pour nous, les devs, les testeurs, le produit. Et l'objectif va être de mettre en commun cette valeur le plus rapidement possible. Ça va nous permettre d'avoir une impression de progression. Un deuxième intérêt que je vois, c'est que ça nous permet d'échouer rapidement. En découpant finement, on va livrer plus souvent, on réduit le risque du déploiement et aussi de revenir en arrière, ça devient un peu des automatismes. Et puis plus on découpe, plus c'est facile d'identifier la source des bugs. Évidemment, ça ne fait jamais plaisir d'échouer, mais tant qu'à faire, si ça arrive, autant qu'on soit au courant le plus vite. Potentiellement, découper, ça va permettre de gérer mieux les incertitudes, soit en déphasant les choses sur lesquelles on n'a pas d'action pour le moment, soit en lâchant juste prise. Des fois, il ne faut pas être trop perfectionniste, c'est OK qu'on échoue. Et on va corriger le truc par la suite. Un troisième intérêt, plutôt côté développement, ça va être de permettre la réflexion autour de la conception. Alors moi, je fais partie des développeurs où j'ai toujours eu du mal à comprendre ce que c'était la conception. J'allais tout de suite attaquer dans le code et je me disais, c'est bon, je vais tout résoudre comme ça. En fait, souvent, je me suis confronté à des murs. Mais en tout cas, en se posant ces questions de découpage avant de commencer à travailler, entre guillemets, je vais notamment être capable de détecter si un lot est trop gros, et donc de prévoir, de l'affiner avant de commencer à travailler dessus. En le faisant avec mon équipe, ça va permettre aussi de s'aligner sur les terminologies, sur les concepts,
Et puis parfois sur le jargon aussi, qui peut être différent d'une entreprise à l'autre, ou bien dans une équipe ou dans une autre. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous donner des éléments pour vous assister dans ce découpage. Je vais vous proposer un parcours un petit peu inverse par rapport à la production de valeur. D'abord, je vais vous proposer de réfléchir à comment livrer sans avoir de crainte. C'est un truc que moi j'essaye d'identifier avant de commencer à travailler sur le développement. Et donc on va faire avec le produit. Ensuite, je vous propose des méthodes pour développer, différentes méthodes pour développer de manière incrémentale, plus des solutions techniques. Et ensuite, une ouverture autour de l'affinage des lots pour essayer de réfléchir à travailler avec des plus petits lots au quotidien. Toutes les méthodes que je vais vous présenter, elles ne sont pas opposées. Parfois, c'est complémentaire. Parfois, il y en a une qui va bien marcher dans un contexte, pas dans l'autre. Et du coup, l'exercice, évidemment, il n'est pas simple. Et le choix de la méthode adaptée, il est complexe. Juste un petit disclaimer. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur une partie du flux de valeur. Je ne vais pas me concentrer sur la partie vraiment exploration d'une bonne idée, ni sur la fin, la production de cette valeur. Je vais vraiment me concentrer sur la réalisation. Donc ça va impacter plutôt le fonctionnel, le développement et les tests. Évidemment, ça ne sert à rien de faire juste son truc dans son coin dans la réalisation. Si vous avez énormément de temps avant ou après la réalisation, peut-être que c'est ces éléments-là qu'il faut réfléchir d'abord. Mais moi, je me concentre sur cette partie-là. Je m'appelle Yann, je travaille à Zenica à Nantes. Je travaille chez un client qui s'appelle Pix, que certains connaissent ici. Vous pouvez me contacter sur Twitter si vous voulez continuer la discussion, et puis on aura l'occasion de discuter ici aussi, j'en suis sûr. Ok, je vous propose de commencer avec des méthodes de livraison sans crainte. L'objectif va être de livrer de la valeur sans trop impacter l'utilisateur final, le support utilisateur, toutes les personnes qui sont dans le flux de valeur. Du coup, on ne veut pas perturber l'utilisation, et on va essayer de se fixer l'objectif de pouvoir travailler quotidiennement sans impacter l'existant. Du coup, ça doit être cohérent avec le produit. La première méthode pour ça, c'est de livrer au fil de l'eau. Alors, je vais vous faire une petite démo qui va être un fil rouge un petit peu de la présentation. Hop. Et cette démo, elle va se passer dans un jeu que j'aime bien, qui s'appelle Minecraft, qui a plein d'intérêts pédagogiques. Et j'espère que vous arriverez à me suivre et j'espère que ça va permettre de faire le lien entre développeurs, produits, et puis tous les autres métiers qu'il y a dans le numérique. J'ai un monde Minecraft virtuel que j'héberge sur un petit serveur. Et pour concevoir ce monde, je le développe, moi, de mon côté, sur mon environnement de dev. Donc voilà mon petit monde qui va charger tranquillement, avec Michel qui m'assiste. Hop. Donc, j'ai une petite maison, sans prétention. Je vais vouloir développer une première fonctionnalité qui me manque aujourd'hui. En fait, je n'ai pas de salle des coffres pour pouvoir stocker mes pierres précieuses. Donc, je vais commencer par réaliser une petite salle des coffres. Ce que je vais faire, tout simplement, c'est créer un coffre, le poser, et y placer mes pierres précieuses. Ça, en fait, ça a directement de la valeur pour des utilisateurs qui voudraient se connecter sur mon serveur. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une livraison de cette partie-là. Donc, j'ai poussé le truc un petit peu. Et en fait, la livraison en production, ça se fait via ce petit mécanisme-là, où j'ai un bouton qui va me permettre de sauvegarder un backup, d'envoyer ma nouvelle version sur mon serveur, et puis de me mettre un petit compteur pour me dire « Ok, tu as bien livré en production ». Donc j'appuie sur mon premier bouton de mise en production. Hop. Tout s'est bien passé. Donc ça, c'est la première méthode de livrer de la valeur. Pour moi, c'est un truc qui me sert quasi quotidiennement. C'est un truc où on peut vraiment en faire beaucoup. Ça va me servir pour des petits correctifs qui ont assez peu d'impact, c'est pratique. Ou bien des petites améliorations graphiques. Notamment chez Pix, on a un écran qui est vachement utilisé, c'est l'écran des épreuves où les candidats viennent passer des tests autour du numérique. Et ben, on a fait des gros changements de fond graphique sur les typographies qu'on utilisait, sur les espacements, sur les couleurs, sur les tailles de boutons, ce genre de choses. Et ben ça, on les a amenés petit à petit avec plusieurs livraisons de suite. Ce qui fait que l'utilisation n'est pas trop perturbée. Ça va aussi être intéressant dans un contexte de prototypage. Par exemple, on pourrait mettre en place un bouton qui ne fait pas d'action.
initialement, mais nous, ça va peut-être nous permettre déjà de faire des statistiques sur l'intérêt que les utilisateurs auraient vers cette fonctionnalité. Donc évidemment, l'avantage, c'est que ça donne accès rapidement à une fonctionnalité, et du coup, on a des retours utilisateurs qui sont super rapides. Par contre, ça peut paraître incomplet, évidemment. Une deuxième méthode de livraison, ça va être la fonctionnalité cachée ou bien inaccessible. Je continue ma petite démo. Hop. Alors, il se trouve que j'ai un problème avec la fonctionnalité que j'ai faite dans la première version, c'est que je me suis fait piller mes coffres. En fait, n'importe qui peut aller chez moi et se servir allègrement dans ce que j'ai mis dans mes coffres. Donc pour éviter ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une porte où personne n'aura accès à cette fonctionnalité, à part moi qui développe le serveur. Je vais au fur et à mesure de la démo utiliser des petits coffres comme ça, qui me permettent juste de récupérer des éléments dont j'ai besoin pour faire la construction. Donc là, en l'occurrence, mon coffre qui est ici, ma salle des coffres, je vais tout simplement la fermer. Et en fait, moi, en développement, je peux continuer à utiliser cette fonctionnalité, mais une fois en production, les utilisateurs ils ne peuvent rien faire avec ce truc-là parce qu'ils n'y ont pas accès. Donc ça, c'est pareil, je peux l'envoyer en production tel quel. Ok, tout va bien. Cette méthode de faire, moi, c'est un truc qui m'a servi pour refondre un écran qui était assez important, où en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un nouvel écran de zéro, sans mettre d'accès vers cet écran. Donc on y avait accès via l'URL, mais il n'y avait pas de lien dans la navigation qui permettait d'y accéder. Donc en fait, on a pu incrémenter sur notre truc de notre côté. Tout le monde avait accès, et notamment les testeurs en interne, les PO et tout ça, pouvaient y accéder de cette manière-là. Mais les utilisateurs finaux, on leur proposait rien de plus pour le moment. Alors attention tout de même avec cette proposition-là, ça peut être un petit peu casse-gueule si vous êtes dans un contexte où la sécurité est importante. Je pense au secteur de la banque ou de la santé, potentiellement, vous n'avez pas envie qu'on supprime des données de votre base de données, par exemple. Donc faites attention à ça. Dans le monde réel, c'est assez souvent utilisé ce truc-là, où on va mettre des petites blagues, par exemple, sur des endroits où il y a des travaux. Et en fait, derrière, la fonctionnalité elle reste utilisable, on peut accéder aux magasins qui sont en bas, là, mais on produit en plus un petit peu de valeur temporaire pour faire rigoler les utilisateurs. Ça ne s'applique pas à tous les contextes, mais ça peut être une piste à explorer potentiellement. Troisième méthode de livraison, le feature flag, qu'on appelle aussi feature flipping ou feature toggle. Le concept, c'est un électricien qui va mettre en place l'électricité chez vous. En fait, il a tout fait le travail, il a tout branché, tout est fonctionnel, mais en fait, vous n'avez quand même pas la lumière allumée chez vous, parce que il faut activer l'interrupteur. Et l'idée de ce truc-là, c'est super puissant. En fait, n'importe qui peut activer cet interrupteur, et notamment des personnes qui ne sont pas expertes. C'est ce qu'on appelle une mise en service ou bien une mise en activation. Et en fait, la puissance de ce truc-là, c'est que ça permet de décorréler la mise en production et la mise en service. Et du coup, l'équipe, elle n'a pas besoin d'être perturbée quand on veut activer la fonctionnalité, et donc elle peut continuer à délivrer de la valeur. Petite démonstration de ce concept. Hop. Donc, c'est très bien, ma porte, là, personne ne peut l'utiliser nulle part. Je vais pousser un peu plus loin. Je vais mettre en place un levier qui va me permettre à moi de, oui ou non, utiliser cette fonctionnalité pour accéder au coffre. Donc là, je peux fermer ma porte ou bien la rouvrir. Mais en fait, dans mon environnement local, je vais garder accès à cette fonctionnalité, mais une fois que j'aurai déployé, je vais bloquer l'accès à cette fonctionnalité-là. Donc là, j'ai une deuxième petite pièce qui me permet de gérer mes features toggle. Hop, je vais faire mon premier feature toggle, que je vais appeler bloquer accès hop là, au coffre. Donc celui-là, je l'active. Et l'idée, c'est que maintenant, mon interrupteur n'est plus utilisable par personne. Donc là, je vais pouvoir dire, sur tel environnement, je le veux activer, sur tel autre, je ne le veux pas. Hop. Donc là, ma porte ne fait plus rien, elle reste fermée pour tout le monde. Ça, c'est pareil, je peux l'envoyer en production. Hop.
Tout va bien pour l'instant, je suis rassuré. Mais c'est pas simple les déploiements des fois. Ça, c'est donc un mécanisme qui est vraiment très puissant, qui permet notamment de bosser sur des grosses fonctionnalités qui seraient sur plusieurs écrans, des trucs qui sont vraiment impactants, qui peuvent aussi avoir une attente forte. Ou bien, la grosse puissance du truc, c'est s'il y a une date d'activation qui est importante. Si vous savez qu'à tel jour, vous devez activer la fonctionnalité, eh ben, je vous invite fortement à utiliser un feature toggle où n'importe qui pourra l'activer au moment nécessaire. Attention, par contre, ça nécessite un petit peu de code supplémentaire spécifique à cette fonctionnalité. Et si vous commencez à les multiplier, bah, vous avez des effets de combinatoires qui vont se mettre en place. Donc potentiellement, vous allez un peu vous perdre dans vos environnements et tout ça. Par contre, ça peut laisser aussi du temps à préparer de la formation pour les utilisateurs, par exemple. C'est un point important pour vous, ça peut servir. Une autre méthode qui va un peu plus se placer sur le déploiement de la fonctionnalité. Donc c'est un sujet qui va être un peu plus ops pour le coup. L'idée, c'est qu'on va faire de l'accès pas direct à notre fonctionnalité. On ne va pas donner accès à tout le monde d'un coup. Ce qui va permettre de minimiser l'impact s'il y a des soucis qui surviennent. Ça, c'est la manière habituelle qu'on a de faire une livraison. On va faire un déploiement qu'on appelle blue-green. Quand la fonctionnalité est en production, paf, elle est activée, on est directement sur la nouvelle version. Donc là, en vert, la version 1, en jaune, la version 2. Une autre manière de faire, ça s'appelle le déploiement Canary. Ça vient dans l'informatique de Google Chrome qui voulait bêta-tester leur navigateur, où il y a des gens qui sont inscrits qui ont téléchargé une variante du Google Chrome qui s'appelle Canary. Mais plus historiquement, ça vient des mines de charbon, où les canaris, les petits animaux, sont plus sensibles au monoxyde de carbone. Et du coup, ils permettaient de détecter si jamais il y avait des dangers pour les gens qui travaillaient à l'intérieur. C'est un peu dégueulasse, mais c'est comme ça. Ça nous a servi dans des cadres de migration technique où on a fait des gros changements, on n'était pas trop sûr de nous. Et du coup, on a mis une partie du trafic sur cette nouvelle version pour tester si ça fonctionnait bien. Pour le coup, ce n'était pas un choix de l'utilisateur, c'est nous qui l'envoyions dessus et on prenait de la donnée, mais potentiellement, vous pouvez aussi leur proposer de faire partie de ce truc-là. Et une autre manière de faire de l'accès restreint, ça va être l'A/B testing, qui est un truc qui est un petit peu connu. Moi, pour le coup, j'ai jamais eu l'occasion de tester ça, mais je pense que c'est super intéressant pour tester des hypothèses fonctionnelles, pour de l'utilisation de fonctionnalités, des tailles de boutons, de ce genre de choses. Ça peut être vraiment très utile. L'idée, c'est qu'une partie de notre trafic va utiliser une version, l'autre la version habituelle. Et on peut potentiellement aiguiller notre choix grâce à ça. L'accès restreint, ça sert bien pour les incertitudes fonctionnelles ou bien techniques. OK. Évidemment, une livraison, ça ne sert à rien si on n'a rien développé. Développer des gros morceaux, bah, c'est relativement simple, on sait le faire. Probablement qu'on est incapable de le tester. Mais trouver quand livrer quelque chose, c'est plus complexe. Je vais vous proposer d'essayer différentes méthodes pour découper les développements qu'on va faire au quotidien. Juste avant ça, il y a une spécificité qu'on a en informatique dont il faut se servir que d'autres domaines n'ont pas. C'est que nous, notre temps, il n'est pas dans une seule direction. En fait, si on pète quelque chose, si je casse mon mug, ça va être chiant à le réparer. Par contre, si je casse la prod, si j'ai bien géré mon truc, normalement, je peux revenir en arrière. Je vais vous montrer ce qui pourrait potentiellement arriver. Donc là, je vais retenter une mise en production, sauf que, malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu. Merde. Bon. On a eu le temps de réfléchir un peu. OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur une version antérieure de mon monde de Minecraft. Donc là, j'ai mes backups qui se sont actionnés petit à petit. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le backup de ma dernière version et le remplacer par le monde que j'ai actuellement. Donc là, si je reviens sur mon monde, normalement, c'est comme si rien ne s'était passé. Tout va bien. Donc, n'oubliez pas, ce truc-là, c'est vraiment le filet de sécurité ultime quand on a un problème qui peut se passer. Par contre, attention, on peut perdre de la donnée quand ça arrive, ce genre de choses.
Et aussi, ça nécessite que les versions restent compatibles les unes avec les autres. Et en parlant de ça, première manière de découper techniquement, ça va être le découpage rétrocompatible. Aujourd'hui, en fait, toutes les applications, elles sont distribuées. C'est rare qu'on ait vraiment des purs monolithes, c'est morcelé. Il y a différentes versions qui naviguent un peu partout. Et rien n'est instantané. On a cette illusion, mais en réalité, non. Notamment, un truc qui peut arriver, c'est des utilisateurs qui ne rechargent pas leur navigateur quand il y a une nouvelle version qui arrive. Donc, le client de cette application, il va continuer à utiliser l'interface qu'on lui avait mis à disposition dans la version précédente, alors que notre serveur il est plus compatible avec ce truc-là. Donc attention à ça. Et pour faire de la rétrocompatibilité, il y a 3 éléments auxquels il faut faire attention. Jamais modifier un élément qui est utilisé, jamais retirer un élément qui est actuellement utilisé, et toujours donc ajouter des nouveaux éléments avec une valeur par défaut. Quand je parle d'éléments, ça peut être une colonne en base de données, une table, ça peut être un paramètre de fonction, ça peut être un espace de stockage sur un disque, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça fonctionne dans tous les contextes. Petit exemple pour illustrer ce truc-là. J'ai une API HTTP où je vais récupérer des articles de journaux. J'ai une entité que j'appelle article qui contient un champ date qui est au format timestamp. Mon projet marche super bien, on a besoin d'aller à l'international. Je vais vouloir migrer vers un format qui gère les fuseaux horaires. Le choix naïf, ça serait, on change le format de toutes nos dates, on envoie en prod et puis c'est fini. Sauf que du coup, tous les utilisateurs ils sont impactés par ce changement et ce n'est pas rétrocompatible. Du coup, la bonne approche pour faire de la rétrocompatibilité, ça va être d'abord de dupliquer le champ qu'on avait jusqu'à présent. Donc, on ne touche à rien sur l'ancien champ date qu'on avait jusqu'à présent, mais on rajoute un nouveau comportement. On rajoute le date ISO, dans ce cas-là, qui va permettre de récupérer le nouveau format qu'on souhaite. On l'initialise à nul lors de la migration, et puis on commence à écrire dedans. On commence à repasser sur tous nos articles pour changer le format qu'on souhaite leur donner. Ensuite, on marque l'ancien comme déprécié pour le communiquer, pour dire que ce champ-là, bientôt, on va plus le gérer. Et puis ça, on peut livrer. Et normalement, là, il n'y a personne qui devrait être impacté par ce qu'on a fait. Donc on est capable de revenir en arrière si jamais il y a le moindre souci. La deuxième étape, elle ne va pas être de notre côté, ça va être la bascule. Si le nouvel élément qu'on a ajouté, il se passe bien, les consommateurs ils vont pouvoir utiliser ce nouveau champ, se baser dessus. En l'occurrence, ça apporte de la valeur, donc ils ont tout intérêt à le faire. Nous, on continue à écrire sur les deux, mais les consommateurs, du coup, ils lisent le nouveau. Ça peut durer assez longtemps si on n'a pas le contrôle sur ce qu'on est en train de déployer. Notamment dans l'open source, ça peut être un truc qui peut être assez problématique, mais il faut avancer, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais par contre, ça peut durer longtemps. Et la dernière étape, qui est des fois oubliée, c'est le nettoyage, ou le support du champ date, une fois qu'on n'en a plus besoin, tout le monde a migré, on livre. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va avoir un breaking change. Si ça se passe bien, s'il n'y a pas de clients qui se plaignent et tout ça, c'est OK, sinon on peut revenir en arrière, et on garde le support de ce qu'il y avait avant. Si on veut faire des déploiements et des retours en arrière plus fréquents et plus transparents, il faut prendre en compte ces contraintes de rétrocompatibilité. Une autre manière de découper les développements va être le découpage par techno. C'est le truc, je pense, que j'ai le plus connu dans mes différents contextes. Souvent, ça se concrétise par une équipe front, une équipe back. Ça peut être pertinent pour moi, notamment si vous avez une API qui est un produit que vous délivrez à vos utilisateurs. Par contre, attention au contrat d'interface. Si vous avez votre client qui prend en compte un nouveau format dès le départ, mais que le serveur n'a pas été livré, ça ne va pas fonctionner. Donc vous avez vraiment un effort supplémentaire de synchronisation à faire entre les fronts et les backs pour bien garantir ce contrat d'interface. Donc attention aux silos, aux dépendances, et aussi à l'ordre de livraison. Il y a un inconvénient. Alors moi, j'utilise pas mal ce truc-là pour former les gens qui arrivent dans l'équipe. On commence par le back, on voit toute la partie back comme ça, on le livre, ça apporte de la valeur potentiellement des utilisateurs API qu'on aurait. Et derrière, on développe le front, et du coup, on a l'occasion de voir toutes les couches les unes après les autres. Par contre, ce qui est un peu plus embêtant, c'est que c'est difficile de tester l'entièreté de la fonctionnalité. Le end-to-end n'est pas possible. Donc potentiellement, si on a des testeurs qui vont tester ce qu'on est en train de faire, ils vont devoir utiliser des outils techniques pour requêter notre API, par exemple. Ça peut être ennuyeux. Un autre découpage, c'est le découpage par tranche fonctionnelle. L'idée, c'est qu'on va réfléchir en minimal.
on va penser en MVP par exemple, on va se poser la question de qu'est-ce qui est testable par un PO ou un testeur, sans outillage idéalement. C'est un truc on peut s'entraîner pour le faire. Il y a notamment un kata qui s'appelle l'éléphant de Carpaccio, qui vous permet d'avoir une fonctionnalité que vous allez développer au cours du temps, et toutes les 7 minutes, il y a une nouvelle user story qui va arriver, et qui va un peu remettre en question ce que vous aviez fait jusqu'à présent. Je vais vous faire une petite démo de ce découpage. Donc, dans Minecraft, comme dans le monde réel, on a faim, des fois. Il y a plein de manières de se nourrir. Ce que je vous propose, c'est de faire du pain en récoltant du blé. Donc, je vais commencer en le faisant totalement manuellement. Et l'objectif va essayer d'automatiser cette récolte de blé pour que j'ai plus besoin de me poser la question de comment me nourrir. Ce qui serait un bon avantage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faucher mon champ, je vais planter mon blé. Hop, ça va pousser tranquillement. Hop. Une fois que mon blé est prêt, je le récolte. Et donc là, je peux faire mon pain. Et je peux le manger. Alors là, j'ai pas faim, donc je ne vais pas manger tout de suite. Tac. Ça apporte de la valeur à l'utilisateur directement. J'ai une nouvelle fonctionnalité auquel il n'avait pas accès directement. Donc ça, je vais pouvoir le mettre en production. Par contre, mon objectif, ça va être de l'automatiser, cette récolte. Donc là, je vais pousser le truc un petit peu plus loin. Je vais utiliser un mécanisme dans Minecraft qui s'appelle la redstone. Et je vais utiliser plus spécifiquement un piston avec un levier pour récolter mon blé avec de l'eau. En fait, quand l'eau s'écoule, elle va récupérer tout le blé que j'ai à disposition. Donc le concept du piston, c'est juste qu'il va s'étendre ou se reculer. Et moi, ce que je vais faire, c'est que ce piston, je vais l'utiliser donc pour bloquer ou non ma source d'eau, qui va me donner accès qui va faire s'écouler l'eau jusqu'au champ de blé pour permettre la récolte. Donc là, je me mets un petit peu de barrière pour éviter que l'eau parte partout. Hop. Je mets mon petit piston. Je mets mon levier que je vais bloquer tout de suite pour éviter de mettre de l'eau partout. Hop. Je mets juste un petit fil qui va me permettre de transmettre le signal de mon levier. Tac, ça étend le piston. Je mets ma source d'eau. Et là, ça tombe bien, j'ai tout mon blé là, il est prêt à être récolté. Du coup, j'ai juste à actionner le levier. Et il y a tout qui vient directement, automatiquement. Hop, je peux replanter mon petit blé pour la prochaine récolte. Donc là, j'ai rapporté une nouvelle fonctionnalité à quelque chose qui fonctionnait déjà, mais là, j'ai apporté une bonne amélioration de l'expérience utilisateur. Ça, je vais pouvoir l'envoyer en prod. OK. Le gros avantage de cette méthode, c'est qu'on va pouvoir tester de bout en bout et n'importe qui va pouvoir le faire. Attention par contre à la rétrocompatibilité, notamment lors des déploiements. L'objectif, ça va vraiment d'être de merger le plus rapidement pour apporter de la valeur aux utilisateurs et à tout le monde. Forcément, je suis obligé de parler de découpage de fonctionnalités en DT. On travaille tous dans des contextes où il y a des trucs qu'on ne maîtrise plus, il y a des anciens collègues qui sont partis, des frameworks qui sont plus à jour, il n'y a plus de connaissances internes, c'est le quotidien réel du monde du développement. Dans les deux cas, le risque, c'est de casser un fonctionnement historique. C'est une discipline qui est totalement à part entière, à des gens qui sont vraiment spécialistes de ce sujet-là, donc je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse et d'aller plus loin. Un des éléments qui est important, c'est de commencer, si vous reprenez du code legacy, par tester en acceptance. On parle de Golden Master Test ou de Characterization Test. Et c'est toujours utile de se poser la question de réécrire ce code-là, qu'on ne maîtrise plus. Par contre, faites gaffe, il y a plein de boîtes qui ont tenté ça et qui se sont plantées. Ça a duré des années, ça a coûté des millions, voire peut-être des fois des milliards. Notamment le passage de Microsoft XP à Vista, il a été très coûteux. Et puis ça a donné peu d'utilisateurs qui ont voulu faire la migration. Donc faites attention sur ce switch-là. Moi, si vous voulez reprendre le contrôle de la fonctionnalité, ce qui est des fois utile, je vous propose deux stratégies. Une première stratégie, c'est de commencer par apporter la nouveauté, et derrière de faire le refacto pour prendre le contrôle sur le code. Alors évidemment, ça va être plus lent en termes de développement parce qu'on ne connaît pas le code sur lequel on est. On a une mauvaise maîtrise. Et
potentiellement, il y a le risque que derrière, on ne refacto jamais le code qu'on avait mis à disposition. Petite démo là-dessus. Ma fameuse porte que j'ai créée tout à l'heure, je vais la reprendre parce que pour l'instant, j'avais mis un feature toggle qui me permet en développement de continuer à travailler, en production, c'est bloqué pour tout le monde. Là, ce que je vais vouloir faire, c'est un petit peu sécuriser l'accès à ma salle des coffres, où j'aurai un moyen que moi seul connais. Bon, vous êtes un peu nombreux dans la salle, donc peut-être que vous allez pouvoir me piller aussi, mais je vais vous montrer comment je vais procéder. Je vais utiliser un petit outil qui s'appelle le composteur. On a fait de la récolte, hein, ça tombe bien. L'idée du composteur, c'est que je vais pouvoir lire un signal de redstone, donc d'électricité grosso modo, de ce qu'il y a à l'intérieur de ce composteur, et ça va me permettre d'actionner ou non un signal. Donc là, si je composte mes grains de blé, tac, je vais activer un signal. Si je veux le désactiver, je peux casser ou bien remplir entièrement le composteur. Et donc l'idée de ce que je vais faire, c'est que je vais actionner la porte seulement quand je n'ai pas de blé, quand le composteur est vide en réalité. Et du coup, il n'y a que moi qui est censé connaître ce fonctionnement-là. Et du coup, normalement, je ne devrais pas être embêté. Alors je vais juste rouvrir ma porte. Ce levier là, dans une prochaine version, ce truc-là, en fait, ça sera du legacy. Il faudra que je le supprime. Et je pourrais supprimer aussi mon feature toggle. Mais pour aller plus loin, tac. Donc, je vais placer mon lecteur de redstone, mon composteur. Je vais avoir besoin d'étendre un petit peu le signal, mais ça, c'est un détail d'implémentation. Hop, je transmets mon signal avec la poudre de redstone. Donc là, c'est mon activation de porte. En fait, ça se fait avec des leviers, comme je vous ai montré juste avant. C'est pas très compliqué. L'idée, c'est de transmettre le signal un petit peu partout. Tac. Donc là, ma porte est ouverte. Par contre, si je composte, ma porte est fermée. Et donc l'idée, c'est que uniquement moi, je vais pouvoir actionner ce truc-là. Donc ça, je vais l'envoyer en production. Mais le problème, c'est que en production, mes utilisateurs, dans tous les cas, ils ne pourront pas l'utiliser, ni moi, du coup. Et j'aimerais bien pouvoir l'utiliser. Du coup, ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai terminé ma fonctionnalité, mon feature toggle, je vais le supprimer. Et du coup, je vais aussi pouvoir supprimer mon levier. Et je ne passerai plus que par mon composteur pour pouvoir accéder à mes coffres ou pas. Hop, celui-là, je vais le supprimer. Voilà, donc là, j'ai plus d'indication pour l'utilisateur que ouais, c'est bon, c'est facile pour rentrer dans la salle des coffres, il suffit d'actionner le levier. Là, on n'a plus ce truc-là. Donc ça, pareil, je vais pouvoir l'envoyer en production. Tac. Tout s'est bien passé. OK. La deuxième stratégie, ça va être de commencer par faire le refacto et ensuite d'inclure la nouveauté. Alors l'avantage, c'est qu'on est sûr qu'on va faire le refacto. Par contre, potentiellement, ça va prendre plus de temps à livrer de la valeur supplémentaire à l'utilisateur. C'est deux méthodes que je vous propose. Choisissez celle qui correspond le mieux à votre contexte. Pour aller un petit peu plus loin sur la réflexion, on a du coup maintenant un bagage qui va nous permettre de livrer, de réaliser avec des petits incréments. On est mieux équipé pour attaquer des choses qui sont plus grosses. Alors ça, c'est une partie qui est un peu importante pour moi, c'est un peu la genèse de Stalk. C'est une question qui m'obsédait, c'est quelle est la taille de l'eau idéale? Quand je parle de l'eau, je parle de pull request, de merge request, de commit. C'est quoi la taille vraiment où je vais optimiser ce que je vais envoyer en production? Alors souvent, le truc qui revient, c'est ça. 10 lignes de code, 10 défauts détectés, 500 lignes de code, oh c'est bon, ça peut partir en prod. Alors moi je ris un peu jaune quand je lis ce truc-là parce que c'est quelque chose que j'ai réellement constaté. En tout cas, il y a un truc qui est marrant, c'est que je suis loin d'être le seul à m'être posé la question. Il y a plein de gens qui ont étudié ce truc-là. Notamment, j'ai trouvé une étude de Cisco en 2006 qui s'est faite sur 10 mois avec 50 développeurs qui étaient à distance à travers tous les États-Unis, qui se voyaient quasiment pas, avec 2500 revues de code, donc à distance, et plus de 3 millions de lignes de code. Ils ont mesuré 3 trucs. Donc évidemment, c'était avant GitHub, GitLab et tout, ça n'existait pas, les outils de review à cette époque-là. Du coup, il y en avait un qu'ils ont utilisé pour cette étude.
ils ont mesuré 3 trucs: le temps de la revue, le nombre de défauts détectés, ça correspond à des commentaires en gros, et le nombre de lignes de code du lot qui a été envoyé. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que en fait, moins il y a de lignes de code dans la revue, plus la densité de défauts détectés par ligne de code est élevée. Donc meilleure est la qualité. Donc en fait, ce truc-là, ça semble aller dans la blague qu'on a vue juste avant. Plus globalement, ce qu'ils ont conclu, c'est qu'il faudrait idéalement maximum 400 lignes de code par revue, ce qui correspond à peu près 1h30 de revue. Et avec cette mesure-là, ça permet de détecter entre 70 et 90% des défauts. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est dans leur contexte. Si ça se trouve, on le ferait maintenant ou bien dans un contexte à côté, ça serait totalement différent les résultats. Mais en tout cas, donc, la conclusion intéressante pour moi, c'est plus la revue est grosse, plus la qualité diminue. Juste une autre conclusion pour info. Maximum, ils conseillent 500 lignes de code revues par heure. Au-delà, il y a vraiment une détection de défaut qui est catastrophique. Donc vraiment, il faut essayer de faire attention à ça. Éviter de faire des revues trop longues. Mais du coup, finalement, en ayant ces éléments en tête, la solution pour moi, elle est évidente. On va faire des toutes petites PR. Plein de toutes petites PR. Où là, par exemple, je vais juste supprimer une méthode dont j'avais plus besoin. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Ça permet notamment, quand j'arrive dans un nouveau contexte, de tester un petit peu le mécanisme de proposition de revue et ce genre de choses. Avant d'attaquer des gros sujets, c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne. Il y a plusieurs sources dans la littérature scientifique qui promeuvent cette solution-là. J'en reparlerai un petit peu après. En tout cas, ça, c'est vachement bien à l'échelle d'une PR, mais il y a besoin de prendre un peu plus de recul. Ce que je vous propose, c'est de mesurer le coût du lot. En fait, ce n'est pas gratuit de proposer un lot, ça a un coût, on l'a vu juste avant. C'est oublier une partie du problème, de juste envoyer des lots sans considérer leur coût. Donc ce que je vous propose, c'est de compter le coût d'une PR ou d'un lot en fonction de sa taille. Ce qu'on a mis en évidence, c'est un coût de stockage. Plus le lot qu'on envoie est gros, plus la review est lente, et donc plus la qualité est mauvaise. Et en plus, plus l'attente est grande avant la mise en production. Le stock dans les méthodologies Lean, c'est quelque chose qui n'est pas valorisant. Vient s'additionner à ça un coût de transaction. En fait, proposer un lot, ce n'est pas gratuit. Notamment, il y a un temps nécessaire pour ouvrir une pull request. L'exécution des tests, ça va prendre du temps, ça va potentiellement être coûteux en argent. On va avoir peut-être des humains qui vont venir vérifier ce qu'on a fait. On va faire popper des environnements à la demande. Et des fois, on a besoin d'éléments extérieurs pour la validation. Donc si on regarde seulement la courbe rouge, pour minimiser ce coût de transaction, on a tout intérêt à faire des lots les plus gros possibles. Et en fait, si on additionne ces deux coûts, on a un coût total, et donc on peut permettre d'obtenir un coût optimal, une taille de lot optimale. Alors attention, vous remarquez, il n'y a pas d'unité sur les axes. C'est évidemment extrêmement différent selon les contextes. Mais ça nous permet de réfléchir à la taille de lot optimale. Et notamment, un truc pour actionner cette taille de lot optimale va être de baisser le coût de transaction initial. Il y a plein de manières de faire ce truc-là, je vais vous en proposer deux. Juste rapidement, globalement, souvent ça passe par de l'automatisation. La création de tickets Jira, par exemple, peut-être qu'on n'a pas besoin de le faire manuellement. La création d'environnements à la volée, pareil, peut-être qu'on peut les faire popper directement dès que la PR est proposée. Moi, j'ai beaucoup connu ce contexte où on faisait des pull requests. Mais en fait, il y a d'autres possibilités. Deux méthodes pour aller un peu plus loin. Potentiellement, pourquoi pas, limiter les revues asynchrones. En fait, ce qui se passe en réalité quand on fait de la revue asynchrone, ça ressemble souvent à ça. On a Emma qui a un ticket sur lequel elle travaille. Elle va faire son petit développement. Elle va faire un truc bien et tout. Elle a besoin d'une revue, donc elle va demander à Lucas, qui, lui, a commencé un truc dans son coin. Et donc, en fait, il ne va pas pouvoir review directement. Il ne peut pas switcher de contexte comme ça directement. Ça serait trop coûteux. Donc, il va prendre le temps qu'il a besoin avant de réellement en prendre connaissance du truc. Emma va repinguer. Ça va tourner un petit peu en rond comme ça, jusqu'à ce que ça prenne énormément de temps et qu'on puisse merger. En fait, vous voyez, il y a beaucoup de temps d'attente
pour ce qu'on appelle le lead time, donc la production, l'envoi réellement en production. Ça, c'est un truc qui est extrêmement connu dans la littérature. Notamment, il y a la loi de Little qui dit que plus on a de sujets en parallèle, ce qu'on appelle du work in progress, donc plus le stock augmente, plus le débit diminue. C'est un peu contre-intuitif, en fait. Il conseille de moins paralléliser. Ce schéma, il vient d'une personne qui s'appelle Dragan Stefanovic, qui met de la mayo sur ses pizzas, mais ce n'est pas le sujet, qui a fait beaucoup d'études autour de la revue asynchrone sur les effets de taille de PR. Et lui, sa conclusion, qui est un petit peu dogmatique, c'est en fait, on devrait faire de la revue instantanée sur chaque ligne de code. Et ça, c'est ce qu'on appelle du PR programming ou du mob programming. Alors, pourquoi pas l'utiliser? Je vous conseille de tenter ce truc-là. Soyez prêts à avoir des retours sur ce que vous avez fait. J'entendais tout à l'heure parler des goalless programming, c'est effectivement vachement important pour ça. Un bon moyen de rentrer dans ces process-là, ça va être de faire par exemple de la mob review, de revoir ensemble un lot qui a été proposé. Ça, c'est vachement intéressant. Une deuxième méthode, ça va être d'itérer plus vite. En fait, la question c'est, est-ce que des fois on ne se prend pas un peu trop la tête? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout peer review, comme si on était des super scientifiques? Ou est-ce que des fois la review, peut-être, elle n'est pas nécessaire? Quand on fait 10 fois la même chose de suite, est-ce que c'est vraiment nécessaire de refaire une review supplémentaire? Il y a un exemple dans le monde qu'on connaît, qui marche vachement bien de cette manière-là, c'est Wikipédia. En fait, Wikipédia, n'importe qui peut contribuer au contenu, le modifier, ajouter des trucs, il envoie, et ça part directement en prod. Évidemment, il y a des gens qui vont faire attention à ce qui est envoyé en prod et qui vont revenir dessus, modifier potentiellement s'il y a des fake news qui sont ajoutées ou ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est un endroit où ça fonctionne. Du coup, pour itérer plus vite, potentiellement, on va essayer de minimiser la taille des branches qu'on va proposer. On connaît beaucoup Gitflow. Il y a d'autres méthodes, notamment le trunk-based development. L'idée, c'est que vraiment, on va minimiser à moins d'un jour, idéalement, la taille d'une branche. Et ça, potentiellement, ça va nous envoyer vers du déploiement continu, c'est-à-dire qu'à chaque merge, on envoie en production. C'est une autre proposition que je vous fais, si jamais vous voulez tester. Il y a des contextes qui sont vachement adaptés pour ça. Et le gros avantage que ça a, c'est que en fait, les mises en prod et le retour en arrière, ça ne devient plus des événements, parce qu'on le fait au quotidien, vraiment tout le temps. Évidemment, on a une baisse de contrôle de ce qu'on envoie, donc on a besoin d'avoir confiance en la qualité de ce qu'on produit, pour éviter que ça casse tous les 2 jours. Pour terminer, pourquoi découper? Pour moi, apporter de la valeur régulièrement, échouer rapidement et réfléchir à la conception, c'est des points super importants. Je vous ai montré plusieurs méthodes de livraison, de découpage. C'est pas simple de choisir. Des fois, il faut en prendre un petit peu une, la mélanger avec une autre à côté. Des fois, il y en a une qui est plus adaptée, on s'en rend compte au cours de route, mais c'est pas grave. Il faut prendre le recul, il ne faut pas être dogmatique sur ce qu'on est en train de faire. Et il faut éviter de s'enfoncer dans ce qu'on est en train de faire. Il faut assumer que le produit et la base de code, c'est des choses qui sont vivantes. Des fois, ça se pète, des fois, on améliore vachement les choses. Mais c'est pas grave. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Aussi, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que la PR, c'est pas le seul moyen d'itérer. Il y a d'autres moyens de faire. Grâce à tous ces outils, pour améliorer le test, la rétrocompatibilité, les différents découpages, et avec une forte exigence en qualité, ça j'appuie dessus encore, on a une confiance accrue dans ce qu'on envoie. Ce que je vous propose, c'est de gagner en confiance en itérant davantage. Je vous remercie. Parfait. Je vous laisse avec les sources si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin, et puis sinon, n'hésitez pas à venir m'en parler. Est-ce que vous avez des questions? Pour Yann, on a 5 minutes. Sinon, on n'a pas de questions. Ça marche aussi. Il y a une question à gauche. Ah, pardon. Bonjour. Déjà, merci pour la présentation. Ça rejoint une conf que j'avais vue précédemment.
Moi, j'étais un peu dans un cas de découpage fonctionnel en DT, grosse migration, update de lib et tout ça. Et du coup, en fait, j'en déduis par rapport à ce que tu viens de nous dire que la solution pour avoir... pour moi, le découpage, il ne pouvait pas être petit. En termes d'environnement, c'était compliqué. Et donc, du coup, la solution première, ça aurait été du peer review, du mob review, au final, je pense. Pour pouvoir être sûr de livrer de manière découpée en ayant vu ça avec quelqu'un. Que de livrer une grosse MR de 200 changes sur... Et donc, du coup, sur des situations comme ça serait l'unique solution qu'il pourrait y avoir, ou est-ce que tu... Alors, il faudrait qu'on en discute peut-être plus en profondeur pour creuser réellement le contexte. Mais du coup, ouais, pour moi, il y a 3 solutions principales. Le fait de tout réécrire de zéro. Le fait de commencer par essayer de reprendre du contrôle en faisant du refacto de l'existant. Et c'est peut-être ton cas. Et bah, ça va être très différent selon les contextes. Donc ouais, je te propose qu'on en rediscute après éventuellement. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Il y avait plus de questions à Mario Kart. Hein. J'ai une question sur la rétrocompatibilité. Ouais. Dans le cas où, moi j'étais dans le cas où on essaie de proposer 2 versions différentes, notamment avec un déploiement Canary, en disant aux utilisateurs, bah voilà, vous pouvez essayer cette version, etc. Et quand on a, je dirais pas que c'est un refus, mais en gros quand on a très peu d'utilisateurs qui disent, bah, je vais voir cette nouvelle version, je vais essayer de m'y intéresser, et donc on a un peu coupé le truc en disant, bon, bah, la version précédente elle n'existe plus, on a un peu forcé la main pour que les gens passent à autre chose. Ça peut être très mal vécu par certains utilisateurs. Ma question, c'est comment on gère, à partir de combien de temps on se dit, bon, maintenant c'est bon, on vous a donné du temps, on estime que vous pouvez passer à autre chose. Ah, c'est une sacrée question. Je pense l'essentiel, c'est de laisser un délai pour que les gens... c'est plus une question d'accompagnement au changement en réalité, je pense. Je pense que ce qui est important, c'est de dire, OK, à telle date, on va basculer dans tous les cas. Donc ça vous laisse un délai pour pouvoir actionner de votre côté. Alors évidemment, toute la finesse, ça va être de déterminer combien de temps on laisse. Selon le contexte, ça va être des réponses qui sont différentes. Des fois, ça peut durer plusieurs mois potentiellement. Mais en tout cas, je pense que c'est important de dire dès le départ, là, c'est à telle date qu'on va basculer, donc la responsabilité est de votre côté pour migrer et venir se brancher à ce qu'on va permettre nous. Pour moi, ça me paraît être la bonne approche. On n'a plus trop de temps, donc je Yes. vous propose d'applaudir Yann à nouveau. Merci.